Le 31 mai 1991, Michel Denisot est convoqué pour une réunion au siège de Canal+. À cette époque, il est journaliste, c'est un visage familier de la chaîne cryptée qui veut investir dans un club de football. Alors il se trouve qu'au même moment, le PSG est au plus mal, il est en pleine déroute sportive et financière, la réunion se termine. Je suis rentré le soir chez moi, j'ai dit à ma femme, je suis président du PSG. Je m'appelle Jacques Vendroux, je suis l'actualité du football depuis plus de 50 ans et pour la toute première fois, je vais prendre le temps de vous raconter dans ce podcast les géants du foot. Chaque histoire met à l'honneur un homme, une équipe et une aventure. Dans cet épisode, l'homme, c'est Michel Denisot, l'équipe, le Paris Saint-Germain et l'aventure, le septennat Canal+. Je deviens président du Paris Saint-Germain en 1991, j'ai plus la date exacte, mais c'était à l'époque où le PSG était en cessation de paiement. Bernard Brochant, qui est l'un des présidents avec Francis Borrelli, cherche des repreneurs à la demande de Jacques Chirac, qui est maire de Paris, qui lui dit que la mairie de Paris ne va pas continuer à renflouer le club. Et il fait le tour des médias, il va à TF1, il va à Canal+. Et il est écouté à Canal+ par André Rousselet, Pierre Lescure et Charles Bietri. Et le PSG est un acteur du championnat. Et le championnat est un feuilleton pour les téléspectateurs avec des personnages. Et PSG est un personnage important dans le feuilleton du championnat. Donc je ne suis pas du tout dans ces négociations. C'est Charles Bietri, Pierre Lescure, André Rousselet donc qui bouclent ce dossier. Et André Rousselet organise une réunion avec les cadres de Canal, dont je fais partie. Et dit maintenant qui va présider le club. Est-ce que Charles Bietri peut être président du club ? André Rousselet dit déontologiquement il ne peut pas être directeur des sports et président du club. Et la direction des sports est considérée évidemment à juste titre comme plus importante. Et donc il fait le tour de la table et je ne m'attends pas à quoi que ce soit. Et donc arrive à mon tour et il me dit ça serait bien que ce soit vous. Et je suis un peu surpris, je n'avais pas été prévenu. Je suis un peu surpris et donc je lui dis, je vais réfléchir, je vous remercie, je vais réfléchir un peu. Et il me répond, à votre place, je ne réfléchirai pas plus que ça. Et donc j'ai dit, bah oui, voilà. Je ne sais pas si, quand je vis ça, je réalise un rêve de gosse. Je n'avais pas des rêves de cette dimension quand j'étais enfant à Châteauroux. Je dis toujours que j'ai pas de diplôme, donc j'étais un mauvais élève, je travaillais pas à l'école. J'ai su très tôt que je voulais être journaliste à l'âge de 15 ans, en faisant un stage dans un journal local à Châteauroux. Je croyais que j'allais y passer ma vie, puis en fait, c'est pas passé comme ça. Je suis parti. Et je dis toujours que les seuls concours que j'ai réussi, c'est les concours de circonstances. Et donc, je me suis retrouvé à la tête de ce club. Comme tout journaliste, je pense que je sais diriger un club. Et comme tout journaliste qui dirige un club, je me rends compte assez vite que je ne sais pas. Et au premier comité directeur, je n'annonce pas qu'on va tout casser et qu'on va être champion rapidement. Je dis qu'il faut en principe 3 ans pour réussir à devenir champion de France et si tout va bien. Et donc ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde est content que le club soit dans un premier temps sauvé et avec une perspective de parcours intéressante. Et après, la première chose, c'était de recruter un entraîneur. Arthur Georges venait de gagner la Ligue des Champions avec Porto. Donc on a commencé à construire l'équipe, non pas comme le souhaite le public, mais comme le souhaite quelqu'un qui veut réussir, c'est-à-dire par construire une défense. Et donc la grande théorie d'Arthur, qui est la bonne théorie du foot, c'est d'abord on commence par ne pas prendre de but. Et donc on a commencé par recruter Ricardo, il y avait Joël Baz dans les buts cette première saison. Donc on a construit une défense solide et puis une attaque qui était pas mal. Donc il y avait Paul Le Guen, Bernard Lama, Ginola. Donc j'ai récupéré tous ces joueurs-là assez facilement à ce moment-là. Dans un club de football, comme dans une entreprise d'ailleurs, un changement d'actionnaire a de lourdes conséquences, vous vous en doutez. Il y a un nouveau capitaine à bord, des salariés qui arrivent, d'autres qui partent, ça tangue et c'est compliqué de trouver le bon cap. Au Paris Saint-Germain, cette année-là, de grands noms sont évincés.
Je pense à l'entraîneur Henri Michel ou tout simplement un numéro 10 magique, Safet Suzic, l'idole du Parc des Princes. C'est un défi très compliqué qui attend Michel Denisot. Au début, quand je suis président, je cherche la bonne distance avec les joueurs, la bonne distance avec l'entraîneur, je cherche la bonne distance aussi avec la presse, bien entendu. Donc je mets du temps à trouver cette distance qui est en fait une distance variable selon les joueurs aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes relations avec tous les joueurs. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Il faut essayer d'être pertinent, juste dans la relation avec les joueurs. Je ne suis pas copain avec les joueurs. Je suis proche des joueurs. J'ai de l'attention sur la vie des joueurs, pas uniquement la vie sur le terrain. Je suis assez présent non pas dans leur quotidien, mais présent quand il y a besoin d'être présent. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en général pour qu'ils se sentent entourés, soutenus, qu'ils se sentent d'une certaine façon aimés aussi, et qu'on partage ensemble les mêmes objectifs. J'ai toujours pensé que quand on allait en déplacement quelque part pour gagner un match, il fallait qu'aussi le chauffeur du bus ait envie de gagner le match. Je crois que c'est quelque chose de très collectif, quoi. C'est pas uniquement l'avant-centre, le buteur ou le gardien, ceux qui apparaissent comme les gens qui font gagner les matchs, alors que tout le monde fait gagner un match, quoi. Donc j'ai développé ça beaucoup, j'ai associé beaucoup tout le monde, tout le staff, tout ce qu'il y avait autour de l'équipe à l'équipe, que ça fasse vraiment une collectivité. Ce que Michel Denisot ne raconte pas, c'est tout ce qui se joue dans les coulisses. Il doit gérer les égos, les blessures, les transferts et les tensions, et c'est sans doute le plus important, dans les vestiaires. Michel Denisot n'a pas le choix. Il apprend son nouveau rôle de président sur le tas et il doit forcément s'adapter. Quand il y a des problèmes, comment on les règle? Il n'y a pas pareil, il n'y a pas de livre pour ça. Comme il n'y a pas de livre pour être président de club. Les problèmes, on les règle soit en déjeunant à l'époque au 3 Obus, qui était la brasserie de la porte de Saint-Cloud, qui était un peu le QG du club. Il faut toujours trouver le bon moment pour parler. Par exemple, Joël Batz était gardien de but de 91 à 92, la première année. Et il a commencé je ne sais pas quel âge il avait passé la trentaine évidemment, mais on commençait à sentir, lui il avait envie de jouer évidemment, aucun joueur n'a envie d'arrêter, jamais. Donc lui il avait envie de continuer, et Arthur Georges me dit, il faut qu'on voie Joël Batz, il faut qu'on lui parle. Donc on a déjeuné à Saint-Germain-en-Laye, je me souviens très bien, chez Cazaux dehors. C'était en terrasse, et il y avait Arthur, il y avait son adjoint Denis Troche, il y avait Jean-Michel Moutier, Joël Batz et moi. Et on commence à dire à Joe, écoute, je pense que c'est bien que tu arrêtes maintenant, etc. Et là, c'était compliqué, et il n'avait pas envie d'arrêter. Et donc, on lui explique, et derrière, je lui dis, je t'engage pour 5 ans comme entraîneur des gardiens. Donc, ce n'était pas neutre, quoi, non plus. Donc ça a atténué un peu la difficulté, mais c'était un moment difficile parce que c'est un moment humain compliqué. Pour chaque joueur, l'arrêt d'une carrière, c'est en soi une petite mort. Et donc, surtout quand c'est très haut niveau, Joe était gardien de l'équipe de France. Enfin bon, c'est un monument, mais c'est quelqu'un de très touchant, très humain, pour lequel j'ai toujours beaucoup d'affection et toujours une relation avec lui, et comme avec beaucoup de joueurs. Et donc ça, c'est des moments particuliers qu'on ne raconte pas dans les journaux, quoi. Le 18 mars 1993, il n'y a plus une seule place à vendre, le Parc des Princes est archi-comble. Le PSG affronte le légendaire Real Madrid en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Le petit poussé français face à l'ogre espagnol, un géant du football européen. À l'aller, le Real s'est imposé 3-1. Autant dire que le défi est immense. Michel Denisot s'est installé dans la tribune présidentielle. Il est assis aux côtés de son épouse et il se souvient minute par minute de ce match au scénario invraisemblable.
Ça existe nulle part ailleurs que sur un stade de foot. Ça existe pas à Netflix, ça existe pas dans les films, c'est imprévisible. Il y a que Michel Platini qui pouvait penser que c'était possible. Puisque j'ai réécouté le match une ou deux fois et donc on est à 3-0. À 3-0, on est qualifié après avoir perdu 3-1. Il y a Zamorano qui marque le but, on est à 3-1, on va aux prolongations et 90e, 91e, je regarde l'arbitre, je dis bon, il va nous emmener aux prolongues. Et il fait des arrêts de jeu assez longs. Et quand il y a coup franc, Platini à l'antenne dit là, il y a but. Et il dit jamais ça, Michel. Et il y a but. Et bon, ça c'est un petit détail qui prouve qu'il est quand même pas comme nous non plus. Mais bon, quand il y a le but de Camboiré, c'est un truc d'une émotion. Je pense que beaucoup de gens peuvent le revoir 1000 fois. Ils auront les larmes aux yeux, quoi. Donc je suis dans la tribune, je suis à ma place habituelle, à côté de ma femme, et il y a l'Escure qui est pas loin derrière. Et donc quand il y a le but d'Antoine, c'est une explosion d'émotions, de trucs incroyables, quoi. Et pour tous les supporters, et je pense tous les amateurs de foot, parce que ce jour-là, le PSG, je crois, il n'y avait pas de Paris-Province. Ce jour-là, je crois que les amateurs de foot de partout ont passé un moment d'émotion forte. Et je crois que ce jour-là, le PSG est un peu plus entré dans les foyers qu'avant. Ce soir-là, les joueurs du Paris Saint-Germain deviennent des héros. Comboiré est surnommé Casque d'Or, Ginola El Magnifico. Tout sourit au Paris Saint-Germain. La saison suivante, les Parisiens survolent la première division, la Ligue 1, si vous préférez. Quand on devient champion en 93-94, c'est un parcours assez lumineux. Tout se passe bien, quoi. Cette année-là, d'abord, on finit champion, donc c'était quand même l'objectif qui est atteint. Et puis, on a un record d'invincibilité, je crois, de 25 matchs sans perdre. Donc, c'est vraiment une très, très belle année. Regardez les supporters parisiens. Donc, information pour toute la France, quoi. Le COP, il est là, quoi. Le COP de Boulogne, il est là à faire la fête avec nous. Alors qu'on sache que maintenant, nous sommes champions et que ça sera très difficile de nous prendre ce titre. La nuit du Sacre, on n'était pas mauvais. Je pense que là, on a eu le titre aussi, la nuit du Sacre. On fait des soirées à Paris à cette époque-là, dont on parle encore quelquefois quand on se retrouve, hein, ça arrive pas souvent. Mais il y avait un grand champion des nuits parisiennes à l'époque. Leonardo était très très bon dans ce registre. Et j'ai des souvenirs alors je sais plus après quel match. En revanche là, c'était pas, je sais plus. C'était une victoire, une élimination en Coupe d'Europe. On avait éliminé, je sais plus si c'est Barcelone, enfin une grosse équipe. Où on va dans un restaurant à l'époque dans le 15e qui s'appelle le Père Claude. Et donc c'était un restaurant très traditionnel. Et on prend tout le resto et on fait du bruit. Et il est 1h du matin et on prévoit d'aller ensuite dans une boîte. Et la police arrive parce que les voisins se plaignent. Et donc la police voit que c'est nous, donc tout se passe très bien. Et évidemment, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc ça. Et on est parti chez Jean Roch dans les voitures de police. Voilà, on est parti en boîte de nuit dans le panier à salade, tous les uns après les autres. Leonardo c'était francisé, il avait un béret basque et une baguette de pain. Enfin bon, des conneries quoi. Mais c'était des rigolades, des bonnes rigolades. Ouais. Mais en coulisses, le tableau n'est pas si rose. À ce moment-là, les comptes sont dans le rouge. Le gendarme financier du football français interdit au club de recruter de nouveaux joueurs. Quelques semaines plus tard, l'entraîneur Arthur Georges est remercié à la surprise générale. C'est Luis Fernandez qui le remplace, mais le courant ne passe pas avec tous les joueurs. Et puis, en 1995, survient l'affaire Patrice Loco. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle puisque le meilleur buteur du championnat avec Nantes débarque à Paris. Le problème, c'est qu'à peine arrivé dans la capitale, il fait la une de tous les journaux après une nuit de folie sur les Champs-Élysées. Après avoir cassé sa voiture, il a insulté, baissé son pantalon et même plus, humilié, craché sur une douzaine de policiers qu'il a tous croisés pendant ses 40 heures de folie. Patrice Loco souffre d'une dépression et sera hospitalisé. Il trouve dans le PSG une seconde famille.
Cette année-là, c'est un petit miracle si les Parisiens parviennent en finale d'une Coupe d'Europe. Nous sommes le 8 mai 1996 à Bruxelles. Les joueurs de la capitale affrontent les Autrichiens du Rapide de Vienne. La pluie est tombée toute la journée, mais en ce début de soirée, le ciel est désormais dégagé. 2 minutes 45 d'arrêt, c'est fini. Paris gagne la Coupe d'Europe après 25 ans d'existence. L'équipe parisienne remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. C'est extraordinaire. Ce soir-là, les Parisiens reviennent pourtant de très loin. Depuis plusieurs semaines, le club va mal. Il y a de plus en plus de tensions entre Luis Fernandez et certains joueurs de l'équipe. Alors, à ce moment de l'histoire, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé juste avant la finale. Pour ressouder son équipe, Michel Denisot décide d'appeler un champion hors norme, un type extraordinaire, pour cet événement, je le répète, hors norme. Une finale, c'est pas un match. Une finale, c'est un événement et il n'y a qu'un gagnant et comme chacun sait, et l'autre, il n'existe plus. Et donc, à ce moment-là, quand on est en finale en 96, je sens que dans le groupe, le groupe est un peu... On a raté notre championnat qu'on aurait dû gagner cette année-là. On l'a pas gagné. Je sens qu'il faut faire quelque chose pour l'unité du groupe, pour qu'on arrive comme un commando imbattable à Bruxelles pour la finale. Et donc, je suis chez moi à la campagne dans l'Indre et je gamberge avec ça. Et donc, je cherche, je dis, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait amener en plus ? Et non pas à la place, mais en plus. Et donc, je pense à Yannick Noah. Pourquoi Yannick Noah ? Parce que Yannick Noah, il a gagné Roland-Garros et donc il sait gagner et il sait préparer un grand rendez-vous qui est au-dessus de tout. Et nous, on n'en a jamais fait. Et dans mon équipe, personne n'avait fait. Et lui, même si c'est pas du foot, il sait ce que c'est que l'approche d'un événement. Donc j'appelle Yannick, je lui dis écoutez, vous venez et vous vivez avec nous et vous voyez comment ça se passe et peut-être il y a un peu, 2 jours, 3 jours, 8 jours, on verra. Et il me dit ok. Et on est en stage, on part en stage à Hendaye chez Serge Blanco avec tout le groupe et Yannick est là. Il est là. Je ne suis pas derrière lui, je ne sais pas ce qu'il fait, et il discute. Évidemment, il ne se mêle pas du tout de l'aspect technique ni du domaine de Luis Fernandez. Hein. Mais il est là pour apporter son approche d'un événement qui, pour nous, est un événement historique. Quand on joue une journée comme ça, rien n'est ordinaire. On se brosse pas les dents, même quand on se brosse les dents, c'est pas ordinaire. Quand on lace ses lacets, même quand on n'est même pas le joueur, c'est pas ordinaire. Rien n'est ordinaire. Donc il faut bien s'imprégner de ça et se dire que ce jour-là, il n'y a rien d'autre qui existe, quoi. Yannick connaît ça et donc à un moment donné, il a senti pendant le stage à Hendaye que les joueurs avaient besoin de décompresser et il a organisé un dégagement je ne sais où, sans nous. Et puis voilà, je ne sais même pas ce qui s'est passé et ça n'a aucune importance puisqu'on a gagné la Coupe d'Europe. Yannick, il dégage quelque chose que peu de gens dégagent. Que dans ma vie, j'ai rencontré par la chance de mon métier des gens vraiment qui sont hors normes dans beaucoup de domaines. Et que ça soit Prince, Dalai Lama ou Tyson. Enfin, c'est des gens qui dégagent quelque chose, une espèce d'onde autour d'eux que d'autres n'ont pas. Et on sent quand ils sont là, ils ont quelque chose en eux de quasi surnaturel. Et donc, Yannick, il a ça. Et je sais quand on a gagné, qu'il y a eu la photo sur le stade avec les joueurs dans tous les sens, là, avec la coupe, machin. Dans un premier temps, je me suis mis à côté avec Yannick, on a regardé. Voilà. Cette victoire en Coupe d'Europe marque pourtant la fin d'un cycle. L'entraîneur, Luis Fernandez, est remercié. Youri Djorkaeff et Daniel Bravo quittent le club. Le Paris Saint-Germain vacille. Et pourtant, à la fin de la saison suivante, le club se retrouve de nouveau en finale de la Coupe d'Europe. Cette fois, c'est un peu plus compliqué. C'est contre Barcelone.
Le Paris Saint-Germain court un peu après l'exploit, là. Le seul club à conserver son titre s'il gagne. Ah oui, ça c'est un exploit fabuleux. 2 victoires de suite, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Donc, attendez, c'est pas fait encore. Hein. C'est pas fait, non, mais bien sûr. Je vous dis, dans le cas où, ça serait un exploit fantastique. Mais ce 14 mai 1997, les Parisiens s'inclinent 1-0. Quelques jours plus tard, c'est le gardien Bernard Lama qui est contre les positifs au cannabis. Il est suspendu pour 2 mois. Le club parisien semble maudit comme envoûté. L'été passe, mais la malédiction est toujours là quand débute le tour préliminaire de la Coupe d'Europe en plein mois d'août. On va jouer un match à Bucarest et on gagne. Et puis, on a fait une erreur administrative, involontaire évidemment. On a fait jouer Laurent Fournier qui était suspendu. Le club adverse s'en est pas rendu compte, personne ne s'en rend compte. Et la feuille arrive à l'UEFA et boum, automatique, il voit suspendu, il a joué. Donc on a match perdu 3-0, match perdu sur tapis vert 3-0. On a un peu la risée de tout le monde, à juste titre. Et donc on a 15 jours pour se refaire et gagner 4-0. Il n'y a pas d'autre solution. Et à ce moment-là, j'ai avec moi Claude Leroy, qui est directeur sportif, donc qui était entraîneur du Cameroun, longtemps entraîneur d'équipe africaine, et qui me dit « Ah, les marabouts m'appellent et tout ». Je dis « Écoute, moi, tout camion de cierge à Lourdes, marabout, je prends tout pour remonter l'histoire ». Et donc, je rentre en contact avec Sidi, qui est marabout à Dakar, et il me dit 3 jours avant, non, ça va pas. Et puis 2 jours avant, il me dit, j'ai fait ceci. Enfin, je raconterai pas ce qu'il a fait. Et là, je vois bien le résultat. Et vous allez gagner 5-0. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est sûr. Et il me dit même, le 4e but, c'est le numéro 18 à la 21e minute. Très bien. OK, arrive le jour du match. Le numéro 18, c'est Florian Maurice. Et le jour du match, je croise Florian Maurice comme on est l'après-midi dans les hôtels, on attend tout le temps, quoi. Et je le croise et je lui raconte juste ça. Je dis, tu vas marquer le 4e but à la 40e minute, pas. Et il marque le 4e but à 1 minute près et tout. Donc le parc est renversé, on est à 4-0, donc c'est bon. On a gagné 5-0. Et donc le vrai marabout, je pense, ce jour-là, c'était Leonardo. Parce que j'avais dit à Leonardo devait partir à Milan. Milan, à l'époque, Milan AC, c'était vraiment le numéro 1 en Europe et au monde. La veille du match, je dis, c'est pas compliqué. Si on perd, si on est éliminé, tu pars pas à Milan parce que je veux pas additionner du négatif. Si on gagne, si on se qualifie, tu pars à Milan. Leonardo a fait un match fantastique. Donc je pense que le vrai marabout, c'était Leonardo. Et avec Rai, qui l'a beaucoup aidé, parce que toute l'équipe a été bonne, parce que tu ne gagnes pas 5-0 avec un joueur. Mais Léo je pense que le vrai marabout, c'était Léo. Qui, d'ailleurs, il est parti à Milan après, et qui, quelques années plus tard, parce que ça a fait rire l'histoire du marabout, et des gens qui y croient, que je respecte tout à fait, et d'autres qui n'y croient pas. Il y a plein de gens qui m'ont demandé les coordonnées de Sidi. Je ne vais pas dire les noms, mais ce n'est pas des inconnus. Et donc j'ai fait beaucoup développer le chiffre d'affaires de Sidi. Et X années plus tard, Leonardo est à Milan, au Milan AC. Il est entraîneur. Et il est en Coupe d'Europe. Et il y a une mauvaise mayonnaise, un match aller en Coupe et il m'appelle pour avoir les coordonnées de Sidi. Et donc, je lui ai donné le numéro de Sidi. Et ça a marché, évidemment. Et ça a marché comme pour d'autres gens, donc vraiment, dont certains sont très célèbres, qui m'avaient entendu et qui m'ont appelé pour me demander, etc. Et je pense que Sidi a dû changer ses tarifs. Si je résume cette histoire incroyable, Michel Denisot a donc passé 7 ans à la tête du Paris Saint-Germain. C'est rarissime dans le football en règle générale. Et il a gagné 7 titres en 7 ans. 1 Coupe d'Europe, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et un titre de champion de France de football. Ce que j'ai appris pendant ces 7 ans au Paris Saint-Germain, c'est à diriger. Donc j'ai appris à diriger des artistes et à leur donner de la place, la meilleure place possible pour qu'ils puissent exprimer au mieux leur talent. Et ça m'a beaucoup appris et ça m'a beaucoup plu, quoi. Et donc après, j'ai pu enchaîner dans les postes de management à Canal grâce à ça, parce que tout ce que j'ai fait, je disais tout à l'heure que les seuls concours que j'ai réussi, c'est les concours de circonstances. Et tout ce que j'ai fait, c'est en apprenant sur le terrain et en regardant les gens qui avaient réussi, en regardant les gens qui étaient pour moi des modèles ou des exemples. Et au PSG, j'ai appris à diriger. Et à diriger quelque chose qui n'est pas facile à diriger.
avec beaucoup de choses imprévisibles, et en même temps, on doit faire des projets à atteindre dans l'imprévisible. Donc ça demande à s'adapter, à être souple, à être pragmatique, à pouvoir changer de direction s'il faut, et à rechercher le résultat. Parce que ce que j'aime dans la vie, c'est la compétition. Et là, j'ai été servi. Vous venez d'écouter Les Géants, un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Sébastien Guyot et réalisé par Loïc Vimard. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Cela vous permettra d'écouter directement le prochain épisode. Et puis, surtout, parlez-en autour de vous. Alors à très bientôt pour d'autres aventures de géants.